Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous faire le débrief du début des finales NBA. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes the Levert feed. Oh my! Alors, on y est enfin. On n'a pas pu vous faire une preview de ces finales NBA. On s'en excuse, malheureusement, les agendas étaient chargés. On a eu du mal à se libérer pour le faire, mais on voulait quand même parler de ces débuts de finale NBA entre Oklahoma et les Pacers. Une confrontation franchement excitante entre deux des équipes qui pratiquent peut-être pas le jeu le plus agréable, mais un jeu qui est tellement proche de ce qu'on attend du basket moderne que forcément c'est une série intéressante. Et donc dans ce podcast, on va vous débriefer les deux premiers matchs. Et pour faire tout ça, on a beaucoup parlé d'OKC avec lui depuis le début des playoffs. On est avec Jérém. Salut Jérém, ça va ou quoi ? Ça va. Écoute, je crois que j'ai vu plus de matchs de playoff de Casey que de saison régulière, donc là je suis prêt. Ouais. Mais tu sais, je me faisais la réflexion dans l'après-midi et je me disais, bon, on va voir si OKC gagne cette série de playoffs. Moi, je trouve quand même qu'ils sont bien partis pour la gagner, mais ils ont perdu l'avantage du terrain. Mais je trouve que depuis 1 an et demi, on a quand même assez bien couvert la montée en puissance d'OKC. Que ça soit sur le site au travers d'articles. Moi, j'avais fait un premier article l'année dernière sur leur forme de jeu. T'en as fait en début d'année aussi sur la façon dont ils ont géré leur pic. On a fait pas mal de podcasts sur eux. Et je trouve ça cool de se dire que si cette équipe gagne, qui aura quand même fait une saison, si ce n'est all-time, en tout cas une très très grande saison, mais en fait, on aura vachement bien documenté tout ça et j'en étais content, tu vois. Ouais. Alors l'avantage c'est que la station est arrivée assez vite, donc du coup c'est pas un voyage de 5 ans, mais effectivement sur 2 ans, ouais, je pense qu'on en a fait quand même pas mal de tours. Ouais. Ouais, on en a pas mal fait le tour. Bon, t'as pensé quoi, toi, de ces deux premiers matchs là, des finales ? Alors bah, les deux fois au moins c'était le même scénario, j'ai voulu les voir en live, à la mi-temps je me suis dit c'est plié. Ça n'a pas eu les mêmes résultats, mais du coup chaque fois je l'ai rattrapé et non c'est une série qui est plutôt cool. Je pense que j'ai préféré le game 1 parce que forcément le finish est assez dantesque. Maintenant, assez curieux de voir le rebond éventuel d'Indiana après le Game 2 qui doit quand même un peu piquer. Et je pense que enfin, toutes les équipes, de toute façon, depuis le premier tour, ont un peu vécu ces matchs compliqués face au Thunder. Et on n'a pas toujours vu les mêmes réactions. Donc, j'attends de voir. Ouais, tout à fait. OKC qui est globalement, c'est le cas de ces deux premiers matchs, on va revenir dans le détail, mais toujours dominant. Mais comme depuis le début des playoffs, en réalité, dans leurs matchs, ils sont toujours dominants. Pour autant, ils ont un peu cette tendance à en laisser passer. Soit notamment les fins de match qui gèrent quand même pas très bien depuis le début des playoffs. Ça, c'est quand même une réalité qu'on voit depuis le début des playoffs. Et puis parfois, il y a un truc qui sort un peu du chapeau dans une équipe. Côté Pacers, là, c'est l'adresse extérieure qui est très bonne, mais on va revenir dans le détail sur tout ça. Et ils en ont laissé passer un. Mais avant qu'on rentre dans le ping-pong habituel pour pouvoir décrypter tout ce qu'on a vu, on est d'accord quand même. L'impression visuelle laissée par les deux premiers matchs, c'est que la main est à OKC. Ouais, bah, je pense de toute façon ça a été le cas dans les quatre séries jusqu'ici. Nous, on avait pas mal parlé du fait que les Wolves, on les voyait comme peut-être l'équipe la mieux bâtie pour les embêter. Et au final, ça a été 4 quand même. Mais on sait que ça peut se jouer après sur des faits de jeu. Tu vois, quand tu vois le game 1, en fait, tu te dis que, ouais, effectivement, la série, là, elle pourrait être très mal embarquée pour les Pacers. Mais en fait, tu reviens à domicile et il y a égalité, tu as l'avantage du terrain. Donc pour le moment, les voyants sont plutôt au vert, même si, ouais, sur l'ensemble du jeu, tu es dominé, quoi. Ouais, clairement. Bon, je te propose, Jérôme, qu'on rentre dans notre ping-pong habituel. Vous connaissez le principe. Pour ceux qui nous rejoignent, je l'explique quand même. Quand on fait des débriefs comme ça de séries de playoffs, c'est le cas depuis 2 ans, on vous fait un ping-pong. Chacun à notre tour, on va donner un point qui nous a marqué dans les matchs qu'on a suivis. Et on en débat, on discute, on complète. Souvent, on a un peu les mêmes en plus. Donc ça permet d'être assez complet. Jérôme, je te propose de commencer. Ouais, alors bah, moi je pense que c'était le premier point visible au Game 1, c'était le fait que le Thunder arrivait avec un 5 de départ qui était différent de celui qu'il avait proposé dans toute sa campagne de playoff. L'idée c'était quoi, hein? C'était de dire, ok, on sort Isaiah Hartenstein du 5 de départ.
On le remplace par Carson Wallace. Et l'idée, c'est que tu es face à une équipe des Pacers qui joue beaucoup la transition et qui aime jouer vite et qui est mobile. Et donc, tu voulais répondre, bah, effectivement, par la présence de Carson Wallace pour mettre plus de pression sur les porteurs de balles et pas te retrouver un peu à courir sans cesse avec des billes qui étaient peut-être un peu trop empruntées. Euh, bon, je pense que ça n'a pas surpris forcément les Pacers. Je pense que la surprise, c'était de dire, OK, ça arrive dès le game 1. Mais je pense que Rick Carlisle, de toute façon, savait que ces rotations avec Chet Holmgren en 5 et 4 extérieurs allaient arriver. Donc, je pense pas que voilà, Indiana était pris de court par ce truc-là. Néanmoins, dans la proposition, ça a généré voilà, cette première mi-temps où moi, j'ai eu très très peur pour Indiana en me disant, OK, 19 pertes de balles dans la première mi-temps. À ce stade-là, il n'y avait aucune équipe qui avait à ce point souffert de la pression défensive du Thunder. Et s'ils s'en sont bien remis après, sur le coup, c'était quand même assez impressionnant, quoi. Et d'ailleurs, on en reparlera, mais je pense qu'ils sont pas sortis indemnes de cette première mi-temps et qu'elle a eu des conséquences jusqu'à la fin du match 2. Peut-être ce qu'on peut faire, Jérém, moi aussi c'était mon premier point, c'est peut-être essayer d'être au clair sur pourquoi OKC a fait ça. Parce que c'est intéressant de comprendre pourquoi OKC a fait ça. On l'a beaucoup dit depuis le début des playoffs, mais la principale force d'OKC, c'est la pression sur le porteur de balle. C'est-à-dire qu'ils génèrent énormément de chaos par leur pression sur le porteur de balle. Et en fait, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est leur principal atout? Probablement que oui. En tout cas, Oui. c'est leur principal objectif dans le match, c'est-à-dire mettre un maximum de pression sur le porteur de balle pour générer des pertes de balles et avoir du jeu de relance. Et d'ailleurs, dans le prolongement de ça, en fait, on se rend compte que globalement, Degno, il ne fait que des 5 défensifs. Il fait que optimiser ces 5 défensifs pour maintenir cet élément-là. Le problème qu'avait OKC, c'est qu'ils étaient face à une équipe, comme tu l'as dit, qui joue très vite. Et notamment avec des intérieurs qui vont plus vite que les intérieurs de OKC. Et ça, pour le coup, c'était la première fois. Avec Pascal Siakam et Miles Turner qui pouvaient matcher, notamment Pascal Siakam, la vitesse de Chet Holmgren et de Isaiah Hartenstein. Et d'ailleurs, on l'a vu, même sur cette première demi-mi-temps, enfin cette première mi-temps, où on a vu, ils ont une capacité de projection et de générer notamment des surcharges dans les 8 premières secondes des possessions, Indiana, qui est assez fabuleuse. Et donc Degno, pour essayer de contrer ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, on va pas attendre que le problème arrive, t'as raison, moi aussi je m'attendais à ce que ce soit plus tard, on va le couper tout de suite et on va enlever Hartenstein du 5 pour mettre des joueurs qui au moins peuvent suivre ce rythme, parce que si on a des joueurs qui peuvent suivre ce rythme, on va pouvoir installer du jeu demi-terrain, et si on installe du jeu demi-terrain, normalement on devrait être gagnant. Moi je l'ai lu comme ça, pour le coup, cette mise en place de la line-up demi-terrain. Oui, non, mais clairement, j'ai pas de complément à apporter. Je pense qu'effectivement, c'était l'objectif. Et tu te disais qu'avec Isaiah Hartenstein, bah, effectivement, tu risquais d'avoir du retard sur certaines rotations. Et le but de Marc Daigneault, de manière systématique, c'est de gagner la bataille en défense. Parce que, on l'a dit, cette attaque du Thunder, elle n'est jamais aussi impressionnante que quand eux, elle génère des pertes de balles et qu'elle peut installer son jeu de transition. Alors que sur ce jeu de demi-terrain de chaque côté, je pense qu'ils sont confiants sur leur défense, mais mine de rien, peut-être pas envie de rentrer là-dedans avec Indiana, quoi. Mais d'ailleurs, on voit un truc, c'est que, je sais pas si on en reparlera dans le détail, mais l'attaque demi-terrain vraiment posée d'Indiana ne génère absolument rien. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'arrive à générer de l'attaque que par de la transition ou de la semi-transition pour exploiter des erreurs un peu de concentration. Mais une fois que le jeu est vraiment posé demi-terrain, ils ont beaucoup de mal. Et c'est vrai que ce rapport de force dans les line-up devait donner un avantage à Indiana, c'est qu'il devait être plus grand. Et je trouve que c'est le premier élément marquant, mais on l'avait déjà vu hein, notamment contre les Nuggets, c'est qu'en fait, ils ont beau avoir la taille, ils n'arrivent pas à trouver leurs intérieurs. Et en fait, OKC, par son agressivité, notamment des petits, arrive à rendre infernale toute tentative de passe vers l'intérieur. Que ce soit les passes sur les cuts, qui ont généré énormément de pertes de balles, effectivement, dans la première mi-temps du Game 1, ou les passes au poste, que même par moment, en réalité, Indiana n'arrive même pas à amener, tant il y a des braques qui peuvent traîner, et je pense même que passer cette première mi-temps du Game 1, il y a même eu un effet un peu traumatisme côté Indiana, ils n'osent même plus aller la donner à l'intérieur, pour le coup. Ah, mais je pense de toute façon ça a été la physionomie de toute la campagne de playoffs, c'est-à-dire les équipes arrivaient contre
contre le Thunder se disait qu'il y avait probablement un truc à jouer au poste. D'ailleurs, Indiana est arrivé avec cette idée-là. Alors, ils ont essayé de faire Miles Turner plus tard, mais au début, c'était surtout l'idée de se dire, ok, vu qu'il joue small ball, Siakam va être face à un joueur plus petit, en l'occurrence SGA, et donc on va essayer de fournir Siakam, mais c'est hyper compliqué. Et en fait, oui, oui, je pense que si vous regardez le play-by-play du match 1, par exemple, il y a un nombre d'actions incroyables où, que ce soit Haliburton, Nembhard, etc., essayent de trouver le joueur qui a pris position, et il y a systématiquement deux, trois bras qui viennent se mettre au milieu, et en fait, la passe n'arrive pas, quoi. Et ça, je pense que bah, c'est le côté infernal de cette équipe du Thunder, qui te pousse de toute façon à te battre à les battre en tout cas par du shot making. Et alors, la chance d'Indiana, c'est que dans ces playoffs, en termes de shotmaking, il n'y a aucune équipe qui a aussi bien shooté qu'eux. Mais dans les faits, ça donne quand même quelque chose d'hyper stéréotypé et avec une variance assez forte. Et on l'a vu entre le Game 1 et le Game 2, c'est deux physionomies complètement différentes à la fin, quoi. Je trouve que le paroxysme un peu de cette peur de trouver l'intérieur, elle est vraiment dans la première mi-temps du Game 2. Je vous invite à regarder la première mi-temps du Game 2, mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je fais un tracking? Je ne l'ai pas fait. Mais j'ai voulu faire un tracking sur le nombre de passes depuis le 3 points vers l'intérieur d'Indiana dans la première mi-temps du Game 2. Je ne serais même pas surpris qu'on soit en dessous des 10, tellement il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'Indiana ne faisait que des passes au périmètre et des tentatives de drive, mais avait complètement supprimé les passes sur des cuts ou les passes à l'intérieur. Il y a une séquence que vous pouvez retrouver, c'est une des interceptions de Shai qui est assez marquante sur ça, où Siakam se retrouve sur Shai, ce qui est beaucoup arrivé. Haliburton essaie de lui donner le ballon, mais en fait, il y a des bras qui traînent de partout. Il le spy, il a un peu peur de Shai. Il trouve Miles Turner en tête de raquette à 3 points, qui lui rapidement va sur Siakam, et pourtant, Indiana déroule assez vite. Et en fait, tout de suite, Shai, il arrive à passer le bras devant, à toucher la balle, et c'est une interception. Et globalement, Indiana se retrouve dans une situation où ils n'arrivent plus à trouver l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont trouvé une parade dans la deuxième mi-temps du Game 1, c'est qu'ils ont multiplié, tu sais, un peu les passes de transversales. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ont compris qu'à chaque fois qu'ils avaient l'avantage, en fait, le défenseur de OKC se prépositionnait pour faire l'interception. Du coup, ils ont arrêté de faire ces passes-là. Ils ont plus fait des passes des transversales de 3 points vers le 3 points, ce qui a généré pour le coup beaucoup de tirs à 3 points au vert. Et là, c'est ce que tu dis. OKC accepte de vivre avec ça. Et si vous les mettez, eh ben bravo. Mais et pour le coup, ils les ont mis dans ce Game 1, ce qu'ils n'ont pas mis pour le coup au Game 2. Game 2. Mais après, ce qu'il faut noter, et puis après, on verra si ça se poursuit sur l'ensemble de cette finale, c'est que depuis le début de ces playoffs, et on l'aurait dit si on avait fait la preview, mais on n'a pas réussi à la faire, tu as 8 joueurs des Pacers qui sont entre 37,5 et 50 et quelques pourcents à 3 points dans les corners. Donc c'est vrai que s'il y a une équipe qui effectivement peut profiter de ça, c'est Indiana. Et on l'a vu, c'est que par exemple, dans le Game 1, il y a tout le monde qui a contribué à 3 points. Que ce soit Obi Toppin, que ce soit Ben Shepard qui en a mis un, Thomas Bryant qui en a mis un, Miles Turner, etc. Effectivement, c'est ce qui leur a permis de revenir, enfin de rester en vie, de revenir et puis à la fin d'arracher le match. Le fait est que bah, le jour où ça rentre pas, par contre, l'attaque des Pacers, il reste pas grand-chose, quoi. Mais d'ailleurs, moi je trouve que tu vois, les Pacers, ils ont. Je me suis pas dit, tu vois, dans ces matchs-là, ça tombe dedans, mais un peu par hasard. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, effectivement, côté Pacers, c'est qu'ils ont ils savent shooter en rythme. Tu vois, tu sais, t'as pas cet effet que pouvait avoir un peu Denver, d'ailleurs, dans la série contre OKC. C'est une forme un peu d'hésitation, d'être pas complètement assuré sur leur tir. Indiana, ils ont pas du tout ça. Quand ils jouent ce jeu au périmètre, ils ont beaucoup de confiance dans les tirs qu'ils prennent à 3 points. Je trouve que le meilleur exemple de ça, c'est Aaron Nesmith, qui prend toujours les tirs avec beaucoup de rythme. Et ça se traduit par du coup pas mal d'adresses, quoi. Obi Toppin aussi, un bon exemple. Tu as vu, Obi Toppin, il a aucune hésitation à tirer sur les close-out, par exemple. Tu vois, ils y vont, ils sont très en confiance sur ça. Ce qui fait la différence entre une équipe comme Denver qui avait trop de non-shooters et qui du coup se retrouvait avec des mecs comme Westbrook, comme Christian Brown qui avaient la balle, qui disaient bon, ok, je tire à 3 points parce que j'ai pas d'autre choix, mais idéalement j'aurais aimé faire autre chose, quoi. Ça a quand même une contrepartie. Moi, je trouve ce choix de line-up très défensif de la part d'OKC, c'est qu'il se retrouve, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment, avec Chet Holmgren en 5. Alors, je sais pas toi, moi j'adore Chet Holmgren. J'ai trouvé que dans le Game 1 notamment, je l'ai trouvé mais très 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 mauvais. Et globalement, ce choix très ancré sur la défense, il le paye de l'autre côté. Parce qu'en fait, ils perdent deux choses qu'Hartenstein leur apporte. Le premier élément, c'est sa qualité d'écran, quand même, qui perdent. Et Holmgren est vraiment très mauvais sur la pose d'écran. Et du coup, ils sont un peu limités. Et la deuxième, c'est au final, tu as l'impression que leur spacing,
est presque meilleur avec Hartenstein parce qu'il agit un peu comme tu sais, un centre de contrôle, un centre de jeu, tu vois, un distributeur. La balle passe beaucoup dans ses mains et d'un coup, il y a beaucoup plus de mouvement et beaucoup plus de vitesse dans le jeu d'OKC. Et dans le game 1, moi, en fait, le vrai problème d'OKC sur le game 1, c'est qu'ils arrivent à monter à plus 13, plus 12, plus 13. Mais alors qu'ils font 19 pertes de, 19, il y a 19 pertes de balles côté Pacers dans la première mi-temps, ils n'arrivent jamais à passer le cap des 15-20. Ils le passent jamais. Et donc ils restent à portée de fusil. Et moi je trouve que c'est notamment lié au fait que leur équilibre offensif avec ce 5-là est pas bon. Ouais, alors il y a plein de trucs, mais déjà effectivement le match 1 de Chet Holmgren est globalement pas terrible. Son game 2 est bien meilleur et je pense que on voit qu'offensivement il est beaucoup plus à l'aise dans l'idée d'être associé à Isaiah Hartenstein que d'être vraiment dans ce rôle de 5 entouré d'une équipe small ball. Et ça, ça s'est ressenti. Dans le game 2, ça a été un des ajustements parce qu'on a très vite revu la rotation Hartenstein-Holmgren et que ça a très bien marché, que le spacing n'était pas plus mauvais. Et je pense que ça vient du fait que, comme tu dis, c'est des choix qui sont systématiquement défensifs. Et du coup, quand tu mets Lou Dort, même s'il a très bien rentré dans le premier match, et Caruso, finalement, t'améliores pas grandement ton spacing. Tu as quand même pas mal de joueurs sur lesquels Indiana se dit, OK, moi, je suis OK de le laisser ouvert et donc de défendre à 5 contre 4 dans cette situation. Et donc, oui, je suis d'accord là-dessus. Ouais. Et après, il y a le fait qu'effectivement, ils n'ont pas réussi à vraiment utiliser les 19 pertes de balles de la première mi-temps du game 1. Et là, je pense que c'est aussi lié effectivement à la maladresse générale et au fait que, bah, de toute façon, cette équipe du Thunder, elle a un spacing idéal que dans certaines rotations et qu'elle les utilise pas énormément. J'en ai pour preuve que tu pourrais beaucoup plus utiliser Isaiah Joe et Aaron Wiggins. Aaron Wiggins qui a été exceptionnel au game 2. Et du coup, effectivement, ton attaque de suite va beaucoup mieux, quoi. D'ailleurs, au game 2, effectivement, on a vu plus d'Aaron Wiggins et moins de Cason Wallace. Degno a quand même rééquilibré un petit peu sa rotation vers plus d'attaques. Plus d'attaques comment? Donc plus de Aaron Wiggins, moins de Cason Wallace et plus de retour de Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein. C'est-à-dire que j'ai quand même eu la sensation dans le game 2 que Degno s'est dit mon choix défensif là, il marche bien, mais il me coûte un peu trop en attaque. Il me coûte un peu trop en attaque et c'est probablement ce qui a fait qu'on n'a pas réussi à faire la bascule dans le game 1. Et alors, c'est pas le seul ajustement qu'il y a eu sur le game 2 au niveau de l'attaque. On va parler d'autres choses. Moi, j'ai des points notamment là-dessus. Mais ça a été un des ajustements. C'est la rotation un peu plus offensive d'OKC. Et d'autant que moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que quand tu vois un joueur comme Aaron Wiggins, c'est pas non plus une dégradation catastrophique de ta défense, tu vois. C'est-à-dire pour moi, je trouve que, Je le trouve très ciblé franchement, quand il joue dans ses playoffs en défense. Il est quand même assez ciblé. Je suis d'accord avec toi. oui, De parce que base, je trouve pas, mais je me rends bien compte qu'il est quand même assez ciblé dans ses playoffs dès qu'il joue. oui, parce que c'est peut-être le moins bon Hmm. défenseur que tu vas aligner, mais je trouve que, enfin, je le trouve pas catastrophique défensivement, et je trouve que généralement, enfin, faudrait voir, mais sur le terrain, j'ai l'impression que dans la campagne de playoff, quand il est là, tu es quand même beaucoup plus souvent en positif que tu es en négatif, quoi. Ah, mais il est tellement dangereux offensivement qu'il t'apporte vraiment. Enfin, je pense que globalement, dans cette campagne de playoff, OKC a été trop orienté défense. Globalement. Je pense que ça leur a coûté quelques matchs. Je suis pas sûr qu'ils avaient besoin à ce point d'être déséquilibrés vers la défense. Et c'est sûr que les minutes où il est là, ben, il rééquilibre un peu cet équilibre attaque-défense. Et souvent, ça génère effectivement des bons passages, quoi. Euh, donc, le premier élément qui est un peu limitant sur cette line-up, on l'a dit, c'est Chet Holmgren en 5, qui franchement, ses passages en 5 sont à peu près tous très mauvais depuis le début de la série, même au Game 2. Hein. Même au Game 2, ses passages en 5 sont pas bons. Il y a beaucoup de Holmgren, comme tu l'as dit, avec Hartenstein, et c'est là où ça marche. Mais globalement, c'est pas très bon. Le deuxième point où j'ai trouvé que finalement, Indiana arrivait à trouver des solutions face à ce 5, mais ça demande notamment à Siakam de se faire un peu violence, c'est sur le drive. Autant j'ai trouvé que Nembhard et Haliburton avaient du mal à driver, autant j'ai trouvé que Siakam, quand il forçait un peu le truc, ils avaient quand même du mal à l'arrêter sur, tu sais, du départ à 3 points, notamment Shai avait vraiment du mal à le défendre là-dessus, Kayson Wallace aussi, parce que le truc c'est que Siakam, il a ce truc où il peut poser un seul dribble et avoir un Eurostep, des pas un peu longs et être directement la tête dans le cercle. Et j'ai trouvé que ça leur avait fait un peu mal, ça a été une piste, en tout cas pour Indiana, pour retrouver un peu d'attaque, c'est-à-dire s'appuyer un peu sur le drive de Siakam et aussi sur la deuxième mi-temps du game 1 sur le drive de Nembhard qui a été pas mal mobilisé pour le coup. Ouais, mais alors j'ai l'impression qu'autant ça a bien marché sur le game 1, autant dans le game 2, que ce soit Nembhard ou Siakam, pour le coup, t'ont beaucoup pénalisé offensivement parce qu'ils n'y arrivaient pas.
Donc je ne sais pas si c'est une solution sur l'ensemble de la série, parce que d'ailleurs le Game 2 vient un peu donner l'impression tout à fait inverse, quoi. Ben, moi, j'ai trouvé qu'en tout cas, Indiana avait essayé de mettre de la rim pressure par le drive. À un moment donné, là où ils ont beaucoup essayé par la passe sur la première mi-temps du game 1, ça marchait pas du tout. Sur la deuxième mi-temps du game 1, ils ont réussi à le faire par le drive. Et en fait, on a retrouvé pas mal de Mm. séances de drive and kick sur la deuxième mi-temps du game 1 et qui a permis de générer des bons 3 points. Sur le game 2, là où je suis d'accord avec toi, c'est que j'ai trouvé qu'ils n'arrivaient plus à drive. Je pense qu'OKC s'est dit il faut qu'on soit un peu plus dur sur les drives. Et là, il n'y avait plus rien. Et quand à un moment donné, Indiana arrive, enfin, à un moment donné, dans le basket, si vous n'arrivez pas à faire des paint touches, des touches de balle dans la raquette, ça devient vraiment très compliqué. Ils n'y arrivent pas par la passe. S'ils commencent à ne plus arriver par le drive, l'attaque demi-terrain devient, en réalité, elle devient ingérable. Et d'ailleurs, l'attaque demi-terrain de Indiana sur le Game 2, elle est pas bonne du tout, quoi. Enfin, ils n'y arrivent plus du tout, quoi. Non. Bah, tu me survis au premier quart-temps parce que le shot making est excellent. Mais moi, la sensation que j'avais effectivement à la sortie du Gamer, c'était de me dire, en seconde mi-temps, j'avais trouvé que la défense d'OKC sur l'homme était plutôt permissive Ouais. et qu'elle était un peu décevante. C'est pour ça que je me disais au Game 2, s'ils rectifient le tir, ça va être compliqué. Et donc, je suis pas vraiment étonné parce que t'as pas des drivers non plus incroyables côté Indiana, donc c'était étonnant qu'ils y arrivent aussi bien, quoi, je trouve. Mais, Je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que, juste pour finir peut-être sur ces questions de line-up, il faut quand même noter que il y a enfin, la capacité qu'ont les petits, entre guillemets, d'OKC à assumer un travail de poste 4, elle est quand même hors norme, tu vois. J'ai trouvé, moi, ouais. sur le Game 1, que Caruso a fait un travail. Il est extraordinaire depuis On le commence à début. être habitué. Ouais, Ouais, quand voilà. c'est très habitué. Ouais. À la fois dead à l'intérieur pour intercepter les balles, mais aussi pour contrer par moments, qui était vraiment de très grande qualité. J'ai trouvé que Shai fait un Ouais, très ça très était bon game bon 2 en aussi, ouais. défense. Et notamment ces deux joueurs-là, Cassiano Wallace un petit peu, mais je le trouve un peu plus en difficulté. On voit moins J-Dub défensivement, Lou Dort on le voit moins un peu, mais les deux là, je trouve qu'ils arrivent à assumer un peu, tu vois, cet apport typique de poste 4 sur de la couverture de raquette. Et franchement, il n'y a pas grand monde qui a des joueurs en NBA, il n'y a pas grand monde en NBA pardon, qui a des petits qui sont capables d'assumer ça, quoi. Non, mais clairement, mais c'est ce qui fait aussi cette défense du Thunder qui est complètement exceptionnelle, hein. C'est le fait que tout le monde peut un peu sortir du rôle, on va dire, classique que tu attends de lui et en faire un peu plus, voire beaucoup plus dans le cas, par exemple, d'un Caruso. Et effectivement, quand en plus, à des joueurs qui normalement sont ciblés, c'est-à-dire Shai, c'est le joueur que tu as envie de cibler, il défend comme il a défendu dans le Game 2. euh, ouais, là, ça devient chaud chaud de trouver le cercle, quoi. Ah, mais la défense de Shai au Game 2, elle est vraiment élite de chez élite, hein. Et ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu être comme ça. Enfin, il est sur un cours alternatif, quoi. Il y a des matchs où il va être très bon, d'autres où c'est moins bon. Là, c'était un match où il était vraiment bon. Et quand il est concentré, notamment, parce que c'est limite à Shai, elle peut être plutôt sur des sautes de concentration. Quand il est concentré comme ça, il est vraiment impressionnant. Est-ce que tu voyais d'autres choses à dire là sur cette bataille des line-up? Ouais, bah ouais, parce que tu as quand même un point, c'est que vu qu'on parlait de la line-up d'OKC, il y a dans cette fin de match du Game 1, là carrément la line-up sans Big, Ouais. vu que même chez Tom Green sort du terrain. Euh, Moi, je suis pas très tranché sur la question. Je pense que oui, il a cherché à optimiser sa défense, comme tu le disais. Puis il se disait aussi que bah, il pouvait très bien du coup défendre cette velléité de transition que pouvait avoir Indiana. Mine de rien, ça te coûte quand même, je trouve, globalement, la bataille du rebond, qui fait que même si Indiana a vraiment souffert sur les pertes de balles, hein, je crois qu'ils ont perdu un ballon sur quatre en attaque dans le game 1. À la fin, bah, finalement, Indiana arrive à s'en sortir. Et je suis pas non plus hyper catégorique, parce que quand tu vois les rebonds, par exemple, offensifs qu'il y a dans le quatrième quart-temps, par exemple, tu vois le rebond offensif de Siakam à Ouais. la toute fin du match, en fait, c'est pas un rebond de Big qui a pris position, c'est Un rebond de mec qui c'est est plus Shai qui grand, fait. quoi. Ouais, ouais. Ouais, il court, il arrive à l'attraper au ras du sol, et donc je me dis, bon, je pense pas que ce soit une grosse erreur de Zeno, il a pris un pari, ça n'a pas marché, mais c'est vrai que c'était notable ce truc de dire, alors que tu as joué toute ta campagne de playoff avec deux bigs, que d'un coup tu te retrouves avec en 5 Jalen Williams, quoi. Il l'envoie une première fois, ce small ball. Alors, c'est Kenrich Williams qui joue en poste 5 à un moment donné, Ouais. sur la fin de la première mi-temps. Et ils mettent le bouillon à Indiana comme ça. Ça leur met vraiment, vraiment le bouillon. Ils n'arrivent plus à rien. C'est C'est pour catastrophe. ça. Et ça marche pas en fin de match. Donc, c'est là où, tu vois, c'est toujours un peu difficile. Et d'autant que j'ai l'impression qu'en fin de match, ce qui coûte beaucoup à OKC,
c'est bizarrement ce qu'aurait dû leur apporter cette line-up. Parce que je trouve que ce qui leur coûte cher, c'est qu'ils n'arrivent pas à tenir Nembhard. Ils n'arrivent pas à tenir le dribble de Nembhard en fait. Et normalement, de jouer plus petit, ça aurait dû les aider. Et pour autant, malgré ça, ils n'ont pas réussi à le tenir. Parce que tu sais, je pense qu'aussi par moment, il y a un momentum en fait qui tourne dans un match et tout devient plus compliqué. Tu sais, en face, il y a de la confiance. Et on était un peu là-dedans côté Indiana. Ils étaient un peu en hyper confiance. Et notamment Nembhard, qui est un peu injouable en fait sur le quatrième carton du match. Non, mais ils ont plusieurs joueurs, parce qu'Obi Toppin, je crois qu'il rentre 3 tirs à 3 Ouais. points, dont au moins 2 dans le quatrième quart-temps. T'as Miles Turner qui en met bien 2 aussi, dont un avec la planche. Enfin, il y avait un peu un côté. On a déjà fait 3 remontadas dans les playoffs, on va aussi en faire une en finale. On a dit que c'était scripté le truc, quoi. Ouais, c'est clair, on a l'impression d'être sur 2K avec le script est actif. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et je me suis dit un dernier truc sur ces line-up. Je me suis quand même dit, je me suis posé la question s'il allait le faire en match 2. Il l'a pas fait et je pense qu'il le fera pas parce que maintenant les statuts sont un peu installés. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi il joue pas avec Hartenstein plutôt qu'avec Holmgren? Pourquoi il démarre pas en fait sans Holmgren quoi? Parce qu'au final, je le trouvais même pas bon en défense. Holmgren, il se faisait un peu bully parce qu'il était trop léger. Tu perdais la qualité d'écran qui te donnait un peu de liberté. Et en fait, on l'a vu au match 2, mais pas pour démarrer. Mais on l'a vu un peu. On a vu Ouais, plus en deuxième d'Holmgren, quart-temps, ouais. plus de Hartenstein, mais au fur et à mesure. Mm. Pour le coup. Ouais, après, on a aussi, je pense, une réponse de pourquoi justement partir avec Holmgren en 5 dans le game 2. Notamment dans l'utilisation que tu en as en attaque, du fait que son 3 points, c'est quand même une grosse clé de ce qui a fait sauter Ouais. le verrou de la défense d'Indiana dans le game 2. Ouais, mais Donc je pense que il joue quel poste quand il fait ça? Il joue 4. Il joue avec Hartenstein dans ces passages-là. c'est pas faux, c'est pas faux. Mais je trouve que du coup, en fait, dans ce moment-là, tu as envie de l'avoir. Parce Ouais. qu'il y a un truc dont on parlait dans la série contre Denver, notamment, où tu avais la volonté de mettre Jalen Williams comme en gros le premier joueur qui allait recevoir la passe pour essayer de casser la zone de Denver. Oui. Et là, on a vu contre Indiana que finalement, d'avoir Holmgren comme premier réceptacle de ta passe, bah, en fait, ça permet d'avoir peut-être un meilleur shooter au final. Et du coup, ça libère aussi le joueur qui est dans le corner et ça a plutôt bien marché, je trouve, contre Indiana. Donc, c'est aussi pour ça, je pense que tu as envie de le garder sur le terrain. C'est que c'est quand même un très bon shooter au final, quoi. Oui, mais je pense que effectivement, tu as eu ce danger-là, mais parce que Shai arrivait à faire un premier écart. Après, moi, je vais faire mon deuxième point, hein, comment on met Shai à l'aise. Mais Shai a été mis à l'aise parce que justement, il y avait Hartenstein et que sa pose d'écran permettait de faire le décalage ou générer du stunt. Et c'est ça qui libérait Holmgren. Et on a vu, Holmgren, je crois, sur ses 15 points, il en met 13 quand Hartenstein est sur le terrain. En fait, Holmgren, je pense qu'il y a aussi une question de repère. Je pense que ça compte. Il y a une question de point de repère. Et qu'en fait, Holmgren a joué toute la saison avec Hartenstein en 5. J'ai pas les minutes, mais il doit avoir 2 tiers de ses minutes ou 3 quarts de ses minutes qui sont avec Hartenstein en 5. Et tu sens dès qu'il repasse poste 4 qu'il retrouve ses repères. Et d'ailleurs, il Il est même était pas facilement dangereux que sur le coupé, tir. Hein. Il est dangereux sur le drive aussi. Au moment, il drive sur hein. Drive Turner. aussi, Ouais. Il est tout. défensivement, il retrouve son rôle de roamer. Je veux dire, Ouais. c'est clair. Les repères sont pas les mêmes. D'autant qu'il n'a pas eu une saison complète chez Holmgren, tu vois. Il a fait une demi-saison. Donc, Tout à fait. il y a moins de variations, quoi. Et dans ce schéma de jeu ultra défensif d'OKC, et moi, ça va me permettre d'aller sur un deuxième point sur lequel je voulais aller. La Vas-y. contrepartie, c'est que OKC n'a en réalité en attaque qu'un seul schéma de jeu vraiment viable. C'est Shai Gilgeous-Alexander. C'est les isolations de Shai Gilgeous-Alexander. Et là, moi, j'ai trouvé hyper intéressant le changement d'utilisation de Shai entre le game 1 et le game 2. Je sais pas si toi, tu te l'es noté, mais au game 1, on a eu énormément déjà de Shai dans la première mi-temps. Je crois qu'il prend 16 tirs en première mi-temps. C'est-à-dire qu'il avait vraiment... Ou 18 tirs. Non, c'est 18 tirs, je crois qu'il prend en première mi-temps. Il fait 8 sur 18. Il avait énormément de ballons et beaucoup d'initiation. C'est-à-dire qu'il démarrait les possessions et il partait sur de l'isolation. Et en fait, il s'est énormément fait coincer par les stunts d'Indiana qui le forçaient à prendre des longues mi-distances. Et quand bien même Shai est particulièrement efficace sur les longues distances, bah, le problème c'est que ça reste des longues mi-distances. Pourquoi? Parce que quand vous avez des stuns, ça vous bloque l'accès à la raquette. Et là, je sais pas si t'as noté, mais j'ai adoré l'adaptation d'OKC dans le match 2. Déjà, premier point, il le cache au début du match. Il le cache au début du match, c'est pas lui qui mène, c'est clairement J-Dub qui mène. Et Shai, il est dans le corner. Et en fait, il commence à prendre le jeu un peu en main quand Hartenstein rentre. Parce que quand Hartenstein rentre, il trouve son partenaire de pick and roll qui lui donne de l'espace. Et là, il arrive à trouver du rythme. C'est le premier élément qui a aidé à le mettre plus en valeur. Le deuxième, c'est qu'on voit un truc qui est hyper intéressant. C'est qu'en fait, OKC a surchargé la ligne de fond pour laisser un maximum d'espace à Shai sur la zone de mi-distance. Et en fait, quand vous aviez souvent 3 joueurs qui étaient sur la ligne de fond, en fait, Shai pouvait jouer du two-man game avec l'arrière. Il n'y avait pas de stunt possible.
Et ça lui a permis, par sa qualité de dribble, de se rapprocher du cercle. Et on a même vu des séquences où il démarrait avec les 3 joueurs sur la ligne de fond, et le 4e allait lui aussi se mettre sur la ligne de fond, ce qui faisait un espèce de mouvement naturel où le défenseur est quand même un peu obligé de le suivre parce qu'il ne comprend pas trop ce qui se passe. Et là, tu te retrouves avec Shai qui a en fait un tiers de terrain entier pour faire de l'isolation, et il est vraiment dans du pur 1 contre 1. Et j'ai trouvé ça Ouais, bah hyper c'est intéressant. quelque chose. Enfin, pour moi, c'est pas la première fois qu'on le voit, hein. On l'avait vu contre Denver, ça avait été la réponse, notamment au stunt très agressif Ouais. de Denver en début de série. On l'a un peu vu aussi contre les Wolves, il me semble, autour du game 3-4. Ça fait partie des armes d'OKC et ils savent que s'ils mettent Shai dans ces situations d'isolation, même s'il y a 1 ou 2 défenseurs à passer, en fait, il est tout à fait capable. Et on l'a vu au four et au moulin, mais je trouve avec quand même beaucoup de batailles physiques pour arriver à obtenir ses points dans le game 1. Dans le game 2, tout était plus facile. Ouais. Et oui, effectivement, au tout début du match, il y avait un peu cette idée de on va l'utiliser un peu off-ball et on va le libérer. Pendant ce temps, on va essayer de cibler. Je pense qu'il y avait la volonté de cibler à Liberton aussi, avec J-Dub. Mais le fait est qu'ils l'ont tranquillement mis dans son rôle. Et puis quand Hartenstein revient dans la série, il y a là bah voilà, les pick and roll, la qualité d'écran de Hartenstein qui fait que tu le mets très à l'aise. Et sans qu'il ait fait un match, je trouve plus impressionnant finalement au game 2, l'efficacité est au-dessus, quoi. Et en plus, ça lui a libéré un peu d'énergie, le fait d'être moins impliqué dans le début du game Et 1 il est pour plus meilleur, quoi. défendre. Et ça, c'était intéressant. Mais tu vois, moi, j'ai trouvé... je trouve que dans ces playoffs, tu vois, il y a une espèce de bascule un peu sur la compréhension du jeu. Alors, il y a un article qui devrait être publié sur Q-Basket, alors je ne sais pas quand il sera, mais dans la semaine probablement, qui essaiera de vous en parler un petit peu. Mais tu vois, tu sais, la défense a tellement matrixé ce que fait l'attaque, que la défense du 3 points, la défense de la raquette est maintenant hyper bien faite. Mm. Et donc, les équipes, on voit des playoffs quand même hyper défensifs, quoi. Les équipes ont du mal, en fait, à faire fonctionner leur attaque. Et j'ai l'impression qu'OKC, ils sont dans un truc où ils se disent, eh ben, on va y aller à fond dans cette qualité défensive. Et en fait, ok, le mi-distance, c'est pas le tir le plus rentable du basket, mais en fait, maintenant, les défenses, de toute façon, elles bloquent tellement bien la raquette et tellement bien le 3 points que bah, peut-être que le mi-distance de Shai, dans des matchs qui sont moins offensifs que par le passé, eh ben, en fait, c'est le plus rentable. Et l'enjeu, c'est surtout de le mettre dans des bonnes conditions à mi-distance plutôt que de le mettre, plutôt que de le faire driver ou prendre des 3 points. Et je trouve qu'ils font ça hyper intelligemment, ce qui fait qu'aussi ça remet de la pression sur le mi-distance. Donc ça, il arrive à générer des aides finalement juste au mi-distance. Et d'ailleurs, son playmaking est bien meilleur hein, dans le match 2, ce qui lui donne de l'air. Je sais pas si tu sens ça, mais il y a une espèce de bascule là qui est en train de se faire. Les Knicks sont un peu la même chose. Hein. Ouais, alors en fait, pour moi, je crois qu'on a déjà parlé aussi du fait que on avait eu cette révolution de tir à 3 points et que là, on était arrivé au moment où je pense que les défenses ont rattrapé l'attaque. Ça a pris du temps, Ouais. mais je pense que la bascule, c'était peut-être en tout cas, le début de la bascule, c'est 2018 quand les Bucks de Budenholzer se disent, OK, on va plus surréagir aux 3 points, on va bien cadenasser la raquette. Et maintenant, les équipes ont effectivement progressé énormément dans cette protection du cercle. Et dans ces playoffs, je crois qu'on a répété de toute façon dans quasiment toutes les séries que l'objectif, ça va être d'empêcher l'accès au cercle, quitte à abandonner du mi-distance ou certains tirs à 3 points. Par exemple, la défense du Thunder, quand même, laisse beaucoup de tirs dans les corners. Après, aux équipes d'essayer d'utiliser ça, de ne pas perdre la balle en le faisant et de rentrer leurs tirs, ce que pas toutes les équipes n'ont réussi à faire. Et donc, oui, on est dans un truc cyclique où maintenant, je pense que les attaquants vont devoir entrer dans ce truc où il va falloir réapprendre à utiliser ce tir à mi-distance, même s'il est moins efficace, parce que, en fait, t'es contraint. Je veux dire, à moins d'avoir une équipe qui est exploitable. Par exemple, les Knicks sont exploitables parce qu'ils ont cet axe 1-5, Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, qui fait que bon, la défense est moins bonne. On peut se dire aussi ça par exemple de Denver avec cet axe Jamal Murray, Nikola Jokic, et encore que eux ont quand même plutôt bien canassé la raquette dans la série face au Thunder. Donc je pense qu'on voilà, on est à ce tournant-là où ça y est, les défenses ont rattrapé leur retard, et maintenant il va falloir voir comment il va falloir réinnover pour essayer de casser un petit peu ce schéma défensif-là, quoi. Mais d'autant que les défenses ont comblé ce retard, comme tu dis, autour de 2018, mais je trouve quand même elles ont réussi à combler la problématique du 3 points. En fait, il y a un peu une révolution secrète hein, dans la NBA, c'est l'arrivée massive des stunts depuis 1 ou 2 ans en fait, ou allez 2-3 ans on va dire, mais qui pendant un moment s'est fait avec des joueurs qui étaient peut-être pas totalement adaptés à ce jeu-là. Et sauf qu'en fait, il y a eu 2-3 drafts qui sont passés par là, tout le monde prend les mêmes profils. Hein. Ils prennent tous des joueurs hyper longs, hyper rapides, et du coup les stuns sont hyper efficaces, et OKC sur les stuns, ils sont absolument fabuleux. Et donc, la raquette est bloquée depuis longtemps, maintenant c'est le 3 points aussi qui a l'air d'être un peu bloqué, tu vois. Et tu te retrouves, en fait, c'est la seule zone exploitable.
D'autant que c'est dur en fait d'avoir 5 shooters d'élite en même temps, quoi. Ça Tout coûte à très fait, très ouais, cher. ouais, c'est Donc du clair, coup, c'est clair. effectivement, le moyen le moyen dont tu dirais, ok, oui, mais tu fais ces stunts-là, donc forcément tu laisses quand même des joueurs semi-ouverts. Le fait est qu'il y a toujours un joueur sur lequel tu vas volontiers faire l'impasse. Et tu en trouveras à tous les matchs parce que c'est impossible d'avoir un effectif parfait. Ou alors tu vas concéder de l'autre côté du terrain, par exemple, je sais pas, mais ouais. Est-ce que DeMar DeRozan à 28 ans en 2026, c'est un top 5 candidat MVP? Je me... Ouais, peut-être que c'est un joueur, tu vois, qui dans son prime aurait beaucoup moins mal vécu l'évolution actuelle de la NBA que d'autres, quoi. Ben, je me suis posé la question, à un moment, je me suis dit, mais attends, mais Shai, en vrai, Shai, il est plus fort que DeRozan. Mais en vrai, DeRozan, dans un même système que celui qu'a Shai, est-ce que vraiment il aurait été... est-ce que c'est pas un top 10 MVP, tu vois, top 7 au final? Ah, enfin, il a quand même une capacité à finir n'importe où. Il y a DeRozan? quand même. Moi j'étais sur Shai du coup. Mais DeRozan aussi, DeRozan, hein? ouais, DeRozan dans la finition au cercle, c'est quand même bien, 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 bien en dessous, quoi. C'est vrai. Et puis la circulation dans les écrans est pas la même. C'est ça. Ouais, Et c'est là puis où il y a un Shai il côté est pour très le fort. coup, il est beaucoup plus prévisible parce que DeRozan, tu sais que même si c'est pris, il va shooter. Et il est très bon, il en rentre, mais mine de rien, ça reste. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais donc voilà, j'ai trouvé qu'une grosse bascule entre Game 1 et Game 2, c'est comment il a réussi à mettre à l'aise Shai. Et si jamais vous voulez en savoir plus en détail, il y a un thread qui traîne sur la page de QBasket, enfin qui est de moi, mais qui est retweeté sur la page Twitter de QBasket. Vous pourrez en savoir plus. Jérém, est-ce que toi, t'as un autre point qui t'avait marqué? Ouais, moi j'ai un autre point, c'est quand même le rôle des supporting cast Ouais, là-dedans. je suis On d'accord. l'a un peu évoqué, mais par exemple, je trouve qu'on a vu dans le game 1 autant que dans le game 2 que les bancs faisaient une grosse différence. Dans le game 1, on a vu que le shot making quand même global qu'apportaient enfin, les joueurs d'Indiana était vraiment exceptionnel. Que ce soit effectivement Obi Toppin, on en parlait, ou Benedict Mathurin qui a été très très bon, je trouve, autant dans l'adresse que dans l'attaque du cercle. Moi, je l'ai trouvé dans le game 1 très très bon et franchement, c'est pas un joueur que j'apprécie énormément, donc j'étais surpris. Ou TJ McConnell qui, en plus de rentrer ses tirs, était, je trouve, le joueur qui arrivait le mieux à finir au cercle chez Indiana par lui-même en fait. Et en fait, ça a apporté des clés de réponse à ce qu'a produit le Thunder. Et dans le game 2, bon effectivement, Hartenstein qui sort du banc, mais Aaron Wiggins pour moi et Kenrich Williams qui ont été absolument exceptionnels, que ce soit en attaque pour l'un et des deux côtés du terrain pour Kenrich Williams, hein, franchement. C'est quand même marrant de voir que il y a Indiana a fait jouer 11 joueurs dans le game 1. Alors, je coupe Johnny Fury qui joue 1 minute. Mm. Le Thunder en a fait jouer 10. Et au game 2, non, pardon, c'est l'inverse, ça c'est au game 2. Et au game 1, les Pacers en ont fait jouer 10. Et le Thunder en a fait jouer, tac, 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 11. C'est marrant quand même, dans une NBA qui depuis quelques années réduit au maximum les rotations, là on arrive en finale NBA, et en fait le niveau d'intensité est tel que tu es obligé d'aller chercher loin sur ton banc. Moi ce que je trouve intéressant sur les supporting cast, c'est qu'il y a deux dynamiques qui s'affrontent un peu. Je trouve que le supporting cast des 5 majeurs est quand même plutôt dominé par les Pacers, je trouve. Je trouve qu'en fait, Turner a des bons passages, j'en reparlerai après, mais je trouve que Turner a des bons passages. Je trouve que Nembhard est vraiment très bon. Enfin, le Dans le game 2 game est un 1. peu plus dur pour lui, mais c'est quand même un super joueur. Je trouve qu'Aaron Nesmith est vraiment bon. Je compte pas Siakam et Haliburton. À l'inverse, je trouve que côté OKC, je trouve Chet Holmgren très mauvais dès qu'il est en 5. Kyson Wallace, là c'est un peu too much pour lui. Là. Il est un peu débordé par tout ce qui se passe sur le Et là, terrain. ouais. Ouais. Ludort a son apport, ça y a pas de souci. Et j'aime pas trop pour l'instant la série de J-Dub. Je trouve que par exemple dans le game 2, son initiation de jeu, elle sert davantage à rendre discret Shai qu'à vraiment être efficace. Ça marche pas trop en fait, hein, son initiation de jeu. Et je trouve que J-Dub, s'il veut passer un cap, il va vraiment falloir qu'il apprenne à jouer à 2 vitesses. Le problème c'est qu'il joue trop à 1 vitesse quand il est initiateur pour que ça fonctionne. Par contre, la bataille des bancs, elle est... moi, je la trouve cruelle pour Indiana, hein. Je la trouve vraiment cruelle pour Indiana parce qu'ils ont toujours dominé la bataille des bancs. Mais là, ils sont face à un truc où, en fait, t'as raison, c'est trop dur, quoi. Enfin, Kenrich Williams, dans le game 1, il joue 1 minute. Je vous jure, la minute est bonne. La minute est vraiment bonne. C'est la minute de la fin du deuxième quart-temps où vraiment ça a un impact. Et du coup, tu le revois dans le game 3, il joue 7 minutes et il est vraiment bon, quoi, tu vois. Et tu sais, t'as l'impression que le 9e, 10e gars côté OKC, mais en fait, il est 7e gars côté Indiana, quoi. Ouais, après, ça, c'est l'avantage d'avoir eu 85 tours de draft et en plus d'avoir une franchise qui s'est draftée. Ouais. C'est que là, enfin, ils ont 10 ans d'avance sur les autres, quoi.
en termes de profondeur et de qualité de création, on va dire, d'un ensemble, on sait que tu as des joueurs qui jouent pas et qui pourraient très bien contribuer. Et ça se ressent, quoi. Là où Indiana, même si je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien, bah, tu as des joueurs comme Thomas Bryant qui joueraient pas forcément ailleurs, quoi. Bah, t'as quelques match-ups, t'as quelques oppositions qui font mal, quoi. Celle Thomas Bryant contre Hartenstein, elle fait très 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 mal. Pour le coup, effectivement, celle Aaron Wiggins, moi Mathurin, je suis pas hyper convaincu. Moi, je trouve que statistiquement, enfin, il rentre ses tirs, mais il y a un truc qui me gêne je trouve qu'il crée du chaos, mais il en crée aussi beaucoup pour son équipe en fait. Oui, Et clairement. Moi, je trouve son Game 2 catastrophique, hein. ouais, Par contre, je trouve que Game 1, il a des bons passages, notamment en fin de match. ouais, et du coup, ça, c'est pas l'inverse. C'est l'inverse, hein. Non, moi, dans le Game 1, je trouve que il est plutôt bon. Il me semble que c'est un fin de troisième ou je sais Ouais, pas. Peut-être que je me peut-être moi trompe. j'ai un très mauvais souvenir du game 1. Je regarde les stats sur le game 1, il finit à 5 points à 1 sur 5 et game 2 il finit à 13 points à 4 sur 6. Mais bon, en tout cas, en tout cas il y a un des deux matchs où il est un peu limite. Topin, Enfin, tu le vois, problème, c'est c'est. que c'est la défense aussi. Dans le Game 2, il en fait trop, il fait des fautes C'est stupides. vrai, Alors que dans le 1, pareil, je me disais, il arrive bien à rester face à son défenseur. c'est Il y vrai. avait quelques fautes un peu bêtes sur des fins de possession, mais j'aimais bien ce qu'il faisait dans le Game 2, ça va pas. Et il y a un truc où je trouve que le supporting cast des Pacers, ça va être un truc un peu alternatif. Il y a des bons passages, il y a des mauvais passages. Obi Toppin est un super exemple de ça. Il y a des bons passages, il y a des mauvais passages. McConnell aussi. OKC, tous les mecs qui jouent, c'est des bons passages. C'est assez impressionnant, quoi. C'est qui le moins bon joueur pour l'instant d'OKC sur la série? C'est Kayson Wallace, quoi. C'est un joueur du 5 majeur, c'est pas un joueur du banc. Le banc, tout le monde qui rentre apporte. Et t'as complètement raison, hein. On en a beaucoup parlé dans ces playoffs, mais le jeu de chaise musicale côté OKC est impressionnant, hein. Jalen Williams qui est très très bon dans la première série, et dans la deuxième aussi contre Denver, il a un vrai apport. Aaron Wiggins qui était en sous-minutage depuis le début de la série, là revient et impactant. On sait qu'il y a Isaiah Joe qui de temps en temps va jouer, moins jouer. Enfin, c'est franchement leur rotation, elle est juste infernale, quoi. Elle est juste infernale. Mm. Et c'est clairement Ouais. pour le coup un game changer. Moi, j'avais un point qui est plutôt un point encourageant pour les Pacers. Malgré tout, je trouve quand même que Siakam et Turner, le problème c'est à quel volume ils vont être capables de le faire, mais je trouve quand même que Siakam et Turner arrivent à être dominants sur certaines séquences. Effectivement, Siakam il a des difficultés sur la prise de position au poste, mais je trouve que dans le face-up, il leur fait mal. S'ils arrivent à le trouver sur le face-up, là sa taille, sa longueur, sa puissance et son adresse, elle est assez compliquée à gérer en fait pour le small ball d'OKC. Et quand ils arrivent à le mettre dans la bonne situation, ça marche bien. Et clairement, sur la deuxième mi-temps du game 2, ce qui a bien marché côté Pacers, c'est la relation Haliburton-Turner, qui pour moi est peut-être le meilleur enfin, c'est pas le meilleur pick and roll en termes de volume, mais c'est celui qui a trouvé vraiment une synergie impeccable, tu vois, dans la NBA. Il n'y a pas beaucoup de pick and roll qui ont une meilleure synergie que les deux. Et on le voit sur la deuxième mi-temps du game 2, où il se trouve vraiment bien, et Turner est toujours mis dans de bonnes situations. Et en fait, pour Holmgren, c'est compliqué, quoi. Le pop, de temps en temps, il pop dans l'axe, c'est l'enfer. De temps en temps, il arrive à relayer. En fait, il est quand même hyper agressif quand il veut. Il arrive à finir. J'ai vraiment trouvé que c'était une base de travail intéressante pour eux. La seule question, c'est à quel volume ils arrivent à le faire, quoi. Ouais, et moi, il y a un truc qui m'embête, c'est quand même, bah, dans ce duo-là, c'est quand même que Tyrese Haliburton, bah, c'était un élément d'ailleurs dont on parlait au début du podcast, c'est qu'il arrive quand même pas à mettre les pieds à l'entrée de la peinture, voire dans la peinture. Ouais, je suis d'accord. Et que du coup, même s'il y a une base de création, finalement, la passe qui part, elle va quand même essentiellement au weak side, enfin, au côté faible dans le corner, quoi. Elle génère pas suffisamment de chaos, je trouve. Et même si ce pick and roll est un axe central plutôt intéressant, je reste un peu dubitatif. Je pense qu'Haliburton n'arrive pas assez à en faire dans cette série. Et du coup, ça neutralise complètement le danger de l'attaque d'Indiana. Et après, c'est là aussi où le Thunder est exceptionnel, c'est que ils lancent leur pick and roll, les mecs vont les chercher défensivement. Enfin, deux fois, Haliburton, il fait quasiment retour en zone, tellement on va le chercher haut, quoi. Donc à sa décharge aussi, c'est compliqué. Il y a une distance énorme à parcourir pour arriver jusqu'à la peinture, quoi. Mais de toute façon, Haliburton, depuis qu'il a eu sa chute de surchauffe sur le pull-up à 3 points, il y a maintenant de ça 1 an et demi, c'est plus un. J'ai presque envie de dire que c'est plus un franchise player. Enfin, c'est un espèce de joueur XXL de luxe, mais presque de role player, quoi.
il est pas, il est pas dans un volume. En fait, concrètement, à Liberton, aujourd'hui, les Pacers, ils jouent comment? Dès qu'il y a de la relance, qui est la base de leur jeu, c'est à Liberton qui la génère. Et là-dessus, il n'y a pas de doute, c'est le meilleur joueur de la NBA là-dessus, il est incroyable. Mais quand le jeu se ralentit, et on s'en rend compte là dans cette série, c'est pas la première option, c'est même pas la deuxième. La première option, c'est Siakam, et la deuxième, sur cette série, je pense que ce serait pas le cas sur toutes les séries, c'est C'est Nembhard. contraint. Oui, c'est contraint, mais oui. Ouais, c'est peut-être contre un. C'est peut-être contre un. Mais c'est Nembhard. Mais en tout cas, cette équipe, moi, je suis assez convaincu qu'elle est pensée comme ça. Elle est pensée pour ne pas être dépendante d'Haliburton. Un peu d'ailleurs comme... Il y a une autre équipe qui a fait un peu ça, c'est Memphis, d'ailleurs, qui a fait un peu ça avec le développement de Jaren Jackson Jr. et de Desmond Bane. Mais il y a cette même dynamique chez eux qui leur permet d'aller très loin parce que t'es pas dépendant d'un mec, donc t'as beaucoup de solutions. À la limite, c'est que là, dans cette série, t'aimerais bien avoir un gars qui peut les soulager, prendre beaucoup de ballons, t'as le cas Doncic, arriver à casser cette défense, quoi. En fait, t'arrives bien à arriver à casser cette défense, et même sans que ce soit, tu vois, par de la force, par exemple, dans Luka Doncic en isolation, mais au moins parce que tu crées suffisamment de chaos pour déclencher des aides et arriver à obtenir, de temps en temps, un panier facile près du cercle ou des tirs ouverts un peu plus loin. Et là, effectivement, il n'y arrive pas. Et c'est vrai que même si tout le monde a loué son Game 1, parce que finalement, il produit un peu en volume par le rebond, par de la passe, etc. Mais en fait, enfin, beaucoup de joueurs de type franchise player auraient été considérés comme très décevants sur un match comme celui-ci, quoi. Malgré le tir de la gagne qui est exceptionnel. Je pense que ce qui est très marquant sur son gamin et très important, c'est sa capacité. C'est lui qui permet aux Pacers de profiter des petites baisses de régime d'OKC. C'est que je trouve que dès que OKC baisse de régime, là ils arrivent à le trouver et lui tout de suite il accélère et il trouve des trucs. Et là-dessus il est vraiment très très. Enfin là-dessus franchement il est magistral. Ah non, mais voilà, sans dire que ça serait catastrophique ou quoi, mais c'est plus de dire effectivement, dans les moments où tu aimerais que ce soit ton initiateur principal, le joueur qui est un peu le numéro un de l'équipe normalement, qui génère tout, en fait, lui, effectivement, comme tu dis, il se met à générer dans les moments où il y a un peu des moments de moins bien d'OKC. Mais par exemple, dans le game 1, dans la première mi-temps, il est assez discret. Et pareil hier, dans le deuxième quart-temps, qui est catastrophique, où ils font 6 pertes de balles, etc., ouais, j'en attendais peut-être un peu plus à Liberton. Et il passe jamais l'épaule. C'est le problème. Notamment contre les Knicks, il était très bon parce qu'il passait tout le temps l'épaule. Là, il passe plus l'épaule. Ouais. Et, donc, et pour autant, tu prends l'eau quand il est pas là, cela dit. Mais bon. Oui, parce qu'il t'amène un peu de contrôle quand même. Et surtout, il t'amène. Cette équipe des Pacers, c'est bluffante. Dès qu'il y a un moment d'inattention côté OKC, lui, tout de suite, il en profite. Ils font une surcharge sur un côté. Il y a une page, je sais pas si tu l'as en tête, qui est géniale, qui fait au match 1. Sur une semi-contre-attaque où Holmgren est un peu fainéant. Il trouve une passe à rebond entre 3 joueurs pour Siakam. Qui finit en dunk, tu vois, et c'est typiquement ce genre d'action qui donne énormément d'air en fait aux Pacers, mais son génie il est là-dedans, il est pas dans le jeu demi-terrain en réalité. Ouais, ou en tout cas pas face à une défense de ce niveau-là, quoi. Et oui, parce que oui, et puis pas s'il a son pull-up, son pull-up est pas mal en plus sur la série, mais même malgré ça, il est trop agressé quoi. Enfin de toute façon, Parce qu'en fait, depuis 2 ans. Oui, et puis voilà, c'est le problème de jouer contre cette équipe. Et on l'avait dit, mais Haliburton, c'est un joueur, il peut finir au cercle, mais pas à des hauts volumes, et il n'est pas forcément impressionnant dans la finition. Et du coup, après, il s'en remet au shot-making. Et malgré tout, il est bien gardé. Donc, il faut quand même l'avoir, ce tir suffisamment ouvert pour le déclencher, quoi. Oui, et puis la seule équipe qu'on a vue depuis 2 ans réussir à battre cette pression défensive, c'est Dallas, qui avait juste Luka Doncic et Kyrie Irving sur les lignes arrière, quoi. C'est qu'on ne peut pas faire mieux, quoi. on ne peut littéralement pas faire mieux, donc bon. Compliqué, quoi. Est-ce que tu avais un autre point, toi, que tu t'étais noté? Pas spécialement. Enfin, si on parle d'Haliburton, du coup, moi, il y avait un peu ce truc, pas que OKC, quand même, le cible pas mal. Mais bon, je pense que c'est pas non plus un point particulièrement grand dans la mesure où on s'y attendait. C'est peut-être le moins bon défenseur du 5 de départ. C'est même le moins bon défenseur du 5 de départ. Et en plus, vu que c'est un playmaker principal, tu as envie de le faire jouer. Donc, moi, je le trouve pas exceptionnel défensivement, mais je pense que c'est pas non plus une surprise. Donc voilà. Ouais, non, tout à fait. Moi, un point que je m'étais noté un peu sur le côté, je m'étais noté 2 un peu sur le côté. Autre élément, mais qu'on a beaucoup vu dans ces playoffs, c'est OKC ressort son truc de faire la zone sur une poste puis d'arrêter.
qui fout le bordel là dans les attaques, c'est pas possible parce qu'en fait ils te sortent la zone sur une poste, t'entends Richard Jefferson faire oui, on dirait qu'il y a une zone, l'action d'après il n'y en a plus. C'est hyper surprenant. Et non, le deuxième élément, c'est que je pense que je l'ai rapidement évoqué, mais que c'est quand même un point clé sur ce qui s'est passé dans les 2 premiers matchs. Maximisation des temps faibles, maximisation des temps forts, minimisation des temps faibles. OKC l'a très mal fait sur le match 1. C'est-à-dire que leur temps fort aurait dû être beaucoup plus fort que ça, et leur temps faible, ils se sont un peu oubliés. Et c'est une équipe qui a ce problème-là en fait. On se rend compte depuis le début des playoffs qu'ils ont ce problème-là. Là où Indiana, c'est tout l'inverse. Ils savent plutôt bien faire en sorte que leur temps faible soit pas la cata. Par contre, mais ça on l'avait vu contre... c'est pour ça qu'ils font des runs de dingue sur les fins de match. Hein. On l'avait vu contre Cleveland, contre les Knicks, on le revoit là. Indiana, Oui. leur temps fort, et si en face t'es pas prêt, ils t'agressent quoi. Ça va très très vite, ça peut aller très vite contre eux. Je suis d'accord, mais quand même, dans l'idée, j'ai un peu l'impression que c'est pas du fait d'Indiana qu'ils ont si bien Ouais. survécu Je à suis cette d'accord, première mi-temps du Ouais. Game 1. C'est plutôt OKC qui a pas su voilà, utiliser comme ils devraient les 19 pertes de balles qu'ils ont générées. Et d'ailleurs, dans le Game 2, où ils ont beaucoup mieux géré ces séquences-là, sans qu'elles soient aussi extravagantes, il n'y a pas eu non plus 20 pertes de balles dans une mi-temps. Ils se sont retrouvés à plus 23, je crois, à 5 minutes de la fin du deuxième quart-temps, OKC. Donc, ouais. On sait que de toute façon, c'est une potentielle faiblesse d'OKC. C'est ce qui fait que la série contre Denver est allée en 7. Euh, Maintenant, est-ce que Indiana va arriver à faire ce qu'a fait Denver et à la fin à prendre l'eau dans le game 7 quoi. Ouais, tout ça pour au final pour l'eau dans le game 7, c'est toujours le problème contre cette équipe qui effectivement, t'as l'impression, en tout cas ils ont eu cette particularité dans les playoffs, c'est qu'ils ont jamais raté un virage important en fait. C'est là où tu vois, tu sens un peu ce truc là de être capable de monter un peu, enfin quand ils ont pas le droit de faire, je vais être un peu vulgaire, mais quand ils ont pas le droit de faire les cons sur la concentration, eh ben on voit qu'ils arrivent à le faire, et du coup tous les virages importants qu'ils ont eu à prendre dans ces playoffs, ils ont toujours pris du bon côté quoi, tu vois. Ouais, et la série contre les Nuggets, je trouve, l'a bien prouvé. C'est Bien que sûr. tu disais qu'ils n'ont pas été bons dans les Money Time, mais mine de rien, dans les games 4 et 5 où ils sont dos au mur, ils sont bons dans les Money Time et ils gagnent dans le Money Time. Parce qu'ils s'est quand même donné 2-1 contre Denver. Donc ça aurait pu, dans le game 4, être le coup de grâce et ça l'a pas été, quoi. Je sens que que ce match t'a laissé beaucoup de regrets. Ça fait mal celui-là. Ouais. Le 5 aussi. Ils m'ont tous fait mal, hein, je crois. À part le 6, ils m'ont tous fait mal. Ça. Le 7, il t'a même sonné. Le 7, ouais, je te jure, j'étais pas bien le lendemain non plus. Genre vraiment, j'étais pas bien. Je m'avais mis mal avant de dormir. Ce que vous savez pas, c'est qu'en fait, Jérém, après le 7, il était en questionnement existentiel. C'est-à-dire qu'il disait, est-ce qu'il valait mieux être proche, ou est-ce que finalement c'était pas bien de se faire défoncer? Je sais pas Et dire. je crois qu'on a fait le podcast Ouais, le si. lendemain soir et j'avais pas tranché encore quand le podcast a démarré. Ouais. Tu l'as tranché depuis d'ailleurs ou pas? Ouais, si, je l'ai tranché en me disant que quand même ça avait été serré, qu'on s'était pris tu vois, un game winner. Je pense que. Ouais, je crois que j'avais dit pendant le podcast, j'aurais pas aimé être les Sixers version 2019, donc je pense que c'était ma réponse. Quoi. Donc c'était bien de se prendre une branlée. Ouais, à choisir, valait mieux se prendre un truc où tu te dis pas, il y a des regrets, mais putain. Mais putain, c'était dur. Hein. Je disais si près, mais si loin, quoi, si loin, ouais. Dernier élément, hein, je regarde, hein, mais les deux équipes ont quand même une adresse à mi-distance, notamment au Game 2, qui est délirante, qui est totalement délirante. Ils sont les deux équipes à 58% pour Indiana, et... Ah non, c'est sur les short mid, pardon, et 65% pour OKC. Mais il y a un Il me truc à semblait creuser là, sur ce truc de mi-distance. au mi-distance, il me semblait que sur le game 1, je crois qu'ils sont dans le 89e percentile, les Pacers. Donc c'est Ah, les deux pas équipes, top. Nembhard est très très bon sur le mi-distance. Ils ont quand même... toutes les deux ont des casseurs de défense par le mi-distance. C'est Nembhard et Shai qui sont vraiment bons. Et il y a un truc à creuser, je pense, sur ça, quoi. Pour le coup. Comment tu sens la suite de la série? Et j'ai joué la même posture depuis le début de ces playoffs, c'est que j'ai toujours peur pour l'équipe contre le Thunder. J'ai espoir que la série aille un peu loin, et j'espère qu'elle ira loin. Mais je pense quand même que là, l'avantage est toujours bien ok ici, quoi. Ouais, moi je suis d'accord. Je suis avantage OKC même à fond, mais comme depuis le début des playoffs. J'ai eu une impression qui m'a bien plu, moi, sur cette finale, notamment en game 1, un poil moins en game 2, mais j'ai quand même vraiment eu l'impression de voir les deux meilleures équipes de l'NBA. C'est bête, hein, mais je me suis dit, ah, mais en fait, c'est peut-être Indiana l'équipe qui peut vraiment les faire chier, notamment parce qu'ils arrivent par leur jeu à appuyer sur des trucs vraiment relous, en fait, pour OKC, notamment tout autour de ce que je vous ai dit, hein, sur la maximisation des temps faibles d'OKC pour les Pacers.
Et je les ai trouvés très intelligents à plein de moments. Ce truc des transversales là pour essayer de contrer ces interceptions. Alors ils sont complètement fait avoir dans le game 2. Normalement si t'as plus de balles dans la raquette, c'est plus possible. Mais ouais, je me dis qu'ils peuvent les déranger. Moi je vais partir sur un 4-2 au KC, je pense. Tu sais quoi, je les vois bien prendre les... Non, même 4-1. Je les vois bien prendre les deux matchs à Indiana. Ok, Euh, donc c'est les deux meilleures équipes, mais quand même, c'est pas eux qui les embêteront le plus pour toi, quoi. pour moi, ce qui s'est passé contre Denver, c'est le grand bluff, hein. Justement pas. J'essaie de te faire dire quelque chose que je pense pas moi-même, mais c'est pas grave. Je pense que c'est le grand bluff. Franchement, on est 2 semaines plus tard, je comprends toujours pas comment ça lance cette affaire. Parce que je reprends tous les points. Ok, si est tellement meilleur surtout que je comprends pas comment ça allait en 7. Mais bon, ça allait en 7. Je pense que effectivement, en fait, ce qui est très compliqué avec OKC, c'est que l'analyse à froid et un peu linéaire, ils sont tellement meilleurs que tout le monde sur à peu près tout, c'est dur d'imaginer perdre des matchs. Le problème, on l'avait dit un peu, mais c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs qui sont quand même encore en développement et qui n'ont pas trouvé leur maturité. Et ça se voit dans certaines séquences. Holmgren, là, dans les séquences 1-5, malheureusement, ça se voit. J-Dub, quand il est trop responsabilisé sur la création, ça se voit. Et c'est ça, en fait, leur limite, tu vois. Ouais. Après, euh, pour revenir déjà sur le côté Indiana, c'est que mine de rien, c'est quand même, si tu prends depuis le 1er janvier, une des seules équipes qui sont au-dessus de 70% de victoire. Et après, pour le Thunder, il y a quand même un truc, c'est peut-être un peu la même chose que ce qu'on disait quand on parlait de Boston et des Knicks. C'est que quand tu es comme Boston et que tu as depuis 2 ans quand même dominé l'essentiel de tes rencontres, euh, que tu te retrouves régulièrement à plus 15, plus 20, ça va pas non plus être évident de rester concentré tout le long et de pas tu vois, relâcher certains efforts, que ce soit défensif, peut-être moins pour eux, mais en tout cas offensif dans leur cas, et donc de rester vraiment à ton meilleur niveau sur les 48 minutes. Et ça explique aussi peut-être les relâchements qu'il y a eu et les petites difficultés dans la série contre Denver, quoi. Bah, c'est sûr que d'être dans cette position te demande énormément de rigueur mentale, en fait. Ouais. Et c'est une compétence en soi, en fait, d'être capable de faire ça et qui est pas simple, effectivement. Ouais. Et c'est pour ça que quand on a fait le podcast Knicks Celtics, il y avait deux Knicks et on était tous les deux assez convaincus que à la fin les Celtics gagneraient, quoi. Bon. Et Indiana est probablement une équipe qui est. Ouais, enfin, elle a montré dans ses playoffs contre les Cavs, contre les Knicks, qui est très forte pour exploiter ces moments-là, en fait. C'est ça. Mais là, mine de rien, ça va être la première série où ils vont à ce point être dominés. On s'attendait à voir ça un peu comme Cleveland, mais entre les blessures et le fait que Cleveland était assez quand même décevant. Là, ça va être la première série, je pense, où il va y avoir une telle adversité. Et faire des comebacks, ok, mais faire des comebacks de -20 à répétition, c'est quand même pas évident. Et j'ai peur qu'ils s'y retrouvent un peu trop souvent, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je te propose, Jérôme, qu'on conclue là-dessus. Est-ce que tu voyais Ouais. d'autres points à aborder qui te semblaient importants? Non, juste te dire que quand même la finale est très très cool, et même si je sais qu'il y a des gens qui considèrent que ça manque de gros marchés, comme tu disais, on a quand même si c'est les deux meilleurs, en tout cas deux des meilleures équipes, et que ça donne pour moi une finale qui est plutôt sympa. Moi, je vais être un peu tranché sur cet aspect-là. Alors, moi, je comprends parfaitement l'élément petit marché, manque de stars. Ceci dit, sur le terrain, j'ai envie de reprendre le vieil adage, tu sais, de la NBA. Si vous aimez pas ce basket-là, c'est que vous aimez pas la NBA en fait. C'est que profondément en fait, vous aimez pas le jeu NBA et c'est pas grave. Enfin, il y a du jeu FIBA tous les étés qui est très cool. Vous pouvez regarder l'Euroleague, c'est super. Enfin, mais je trouve que c'est deux équipes qui représentent très bien ce qu'est le jeu NBA de 2025 et c'est un bon révélateur. Et sincèrement, je suis assez convaincu que si vous vous posez devant les matchs, vous allez vous faire plaisir parce que c'est du bon basket. C'est vraiment du bon basket. Ouais, Indiana, sur ce qu'on a vu, surtout en playoff, c'est clairement une des deux, peut-être la plus belle attaque de cette campagne de playoff. Et le Thunder est pour moi la défense la plus impressionnante que j'ai vue depuis que je suis la NBA. Et même en regardant dans le passé, en termes en tout cas de profondeur, je pense pas qu'il y ait déjà eu une équipe qui a une telle profondeur défensive à disposition. Donc dans tous les cas, c'est quand même un sacré spectacle, quoi. Bah, Indiana est l'équipe en NBA qui gère le mieux la créativité offensive collective. Et ça, c'est au centre de ce qu'est la NBA, notamment sur le jeu de transition. Et OKC est l'équipe qui gère le mieux l'autre élément marquant du jeu NBA, c'est la physicalité. Qui gère vraiment très très bien, quoi. Donc c'est sûr qu'à un moment donné,
Si vous aimez pas parce que les maillots vous font chier, moi je comprends, hein. Franchement, quand je vois le maillot de Casey, ça me fait chier, tu vois. Mais c'est très très J'ai cool. pas de problème avec le hit, mais c'est comme Ouais, ça. voilà, où tu peux. Et franchement, je pense que ça joue, ça. Tu vois, moi, genre Dallas, je suis jamais arrivé, tu vois. Me taper des séries de Dallas, j'ai Non, toujours eu du je mal. comprends. Dans le genre, alors là on part complètement en couille, mais dans le genre de truc, quand je me suis mis à regarder la NBA, c'était l'époque où les Bucks avaient vraiment leur design absolument Ouais, affreux et j'arrivais pas à regarder ça joue, hein. ni leur parquet ni leur maillot. Ça me posait problème. On fera une tier list un Ouais, jour des équipes les plus sympas et les plus horribles à regarder. Moi, clairement, Dallas, je suis jamais arrivé. Ce bleu là, noir, j'arrive pas. Les Bucks, j'y suis jamais arrivé. voilà. Et Boston, j'arrive pas. Voilà, le vert, c'est peut-être parce que je suis Ah ouais, lyonnais. Mais le vert ouais, comme ok, ça, parce j'arrive que pas. franchement, le maillot, il y a pire, quoi. Mais voilà, donc je peux comprendre c'est ça. Mais voilà, enfin, moi, c'est une vraie vitrine. Je sais pas si c'est une belle vitrine, mais c'est une vraie vitrine de ce qu'est le jeu NBA, en tout cas en 2025. Et je sais pas si probablement qu'on en reparlera à minima à la fin de la série. On a pas mal de trucs assez cool qui arrivent. On vous a prévu pas mal de trucs pour l'été. Il y aura un gros truc la semaine prochaine. Là, comme on va pas tarder, on va faire un truc un Pas peu pour original. annoncer, On va vous faire un truc un peu original. On espère que ça va vous plaire. Et donc, restez connectés. Vous allez avoir du basket pendant tout l'été. Ça sera très cool. Et on reparlera peut-être de cette finale. Restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus.